Bonsoir, bonjour, c'est l'habitude. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là avec vous. Alors, on m'a dit de vous prévenir que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez utiliser l'application Vivatech, là, en live, et comme ça, on pourra vous répondre en temps réel. C'est pas génial, ça? C'est une façon de digitaliser un petit peu l'event, j'ai l'impression. Alors, donc on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle donc Magali Payen. Ça fait plusieurs années que je travaille dans les médias, avec pour objectif toujours d'influencer, d'inspirer les spectateurs à l'action sur des sujets de société et d'environnement, et de leur donner des clés pour agir. Et donc, en fin d'année dernière, j'ai lancé avec plein d'autres personnes, avec plus de 100 créateurs sur les réseaux sociaux, une campagne qui s'appelle On est prêt, qui avait pour vocation d'agir pendant 30 jours pour le climat et qui s'est terminée sur l'affaire du siècle. Voilà, donc on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mathieu, Max, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, nous raconter un peu votre chaîne? Je commence. Je m'appelle Mathieu Duméry, j'ai 38 ans, je suis issu de rien du tout de ce qui concerne cet événement. Il y a 5 ans, j'ai juste mis à profit mon savoir-faire de vidéaste, de comédien et d'auteur au profit d'une cause qui me paraissait essentielle, c'était l'écologie. D'ailleurs, je vous invite à tous faire de même. Mettez votre savoir-faire au profit de ce qui vous tient à cœur. Avec Lénie Chérino, ma comparse, nous avons créé Professeur Feuillage, donc des émissions de vulgarisation à l'écologie et de sensibilisation par l'humour, parce que souvent ce sont des sujets un petit peu anxiogènes qui foutent le bourdon. Donc on s'est dit, par l'humour, ça va fonctionner. Résultat, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tout pareil. Alors, Mais avec plus d'abonnés. Un peu différent. Moi, je suis comédien à la base et j'ai fait une chaîne de vulgarisation scientifique qui s'appelle Max Bird. Et à la base, c'est pas quelque chose de militant ou d'écolo ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la vulgarisation au sens large, mais avec l'éveil des consciences et la prise de conscience qui a pris un petit coup d'accélérateur, je trouve, en cette rentrée. Je me suis senti la responsabilité de moi aussi aborder ces sujets-là. Et donc j'ai accepté toutes les propositions justement qui ont été faites pour l'affaire du siècle. On est prêt, tout ça. Et je trouve ça important que tous les gens qui ont une voix s'en servent d'une manière ou d'une autre pour essayer de faire avancer un tout petit peu le schmilblick. Max, tu dis que c'est depuis la rentrée, il y a eu un déclic pour toi? Moi, en fait, déjà, j'avais moi, je suis passionné par les animaux et j'étais photographe animalier. Et donc, je suis forcément très concerné par le fait qu'il y ait des espèces qui disparaissent. C'est un truc qui me touche très personnellement. Et donc, j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Mais j'avoue que pour se lancer en fait là-dedans, parfois on a l'impression d'être tout seul. Et c'est vrai qu'à cette rentrée-là, c'est pas qu'il y a eu un déclic sur le fait que j'ai mieux compris les choses, c'est que j'ai eu la sensation que j'étais pas seul, qu'il y avait en fait plein de gens qui attendaient juste la pichenette pour y aller. Ils savent qu'il faut changer les choses, mais on n'y va pas. Et il y a eu cette pichenette, je trouve. Il y a eu la démission de Hulot, il y a eu plein d'événements qui ont un petit peu déclenché, la montagne d'or aussi qui m'a obligé à prendre la parole. Donc ouais, je pense que le déclic il vient de là, cette sensation qu'en fait on est très nombreux à voir le feu au fond, il faut juste y aller après. Ouais, justement, comme ça, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur Internet à porter ce sujet-là, est-ce que ça vous donne du courage collectivement? Ce qui est un peu problématique avec la multiplication des prises de parole sur l'environnement, c'est que d'une part, ça aurait tendance à diluer un petit peu le message, parce qu'il y a de plus en plus de figures. C'est pas du tout parce que j'ai envie de garder mon précaré qu'on a commencé, on était les premiers avec Professeur Feuillage à parler d'environnement et d'écologie sur YouTube avec Bridget Kyoto. Mais c'est vrai que j'ai constaté que maintenant qu'un certain nombre de créateurs s'emparent du problème, que ce soit la pollution, que ce soit les émissions de CO2, que ce soit la biodiversité, que ce soit la sobriété, au final, je me demande si on n'est pas un peu dans l'entre-soi. Par exemple, je voudrais juste poser une petite question. Pour tous les gens qui sont dans le public, là vous êtes 200 on va dire, levez la main ceux qui se sentent concernés par l'environnement et l'écologie. Jouez le jeu. Ok, donc on est quand même sur une bonne grosse majorité. Le fait que le message soit plus diffusé ne veut pas dire que plus de personnes sont touchées. Je pense que beaucoup de mes abonnés sont abonnés à Max Bird, à la chaîne de Max Bird, et je ne pense pas qu'on puisse additionner tous les abonnés des chaînes environnementales. Au final, ça reste un petit nombre, malheureusement. C'est vrai, on a parfois l'impression, surtout justement quand on fait des vidéos qui sont écolos, qu'elles vont être vues par des gens qui sont déjà convaincus, qui ont déjà les infos. Et donc on sent qu'il faut aller plus loin, il faut faire plus que ça. Et
Moi, je sais que sur ma chaîne, j'ai jamais voulu que ce soit justement estampillé écolo parce que j'avais cette trouille-là. Et je trouve que c'est très important que je continue à faire du contenu, on va dire mainstream, très grand public, qui peut toucher à peu près tout le monde, pour qu'il y ait des gens qui viennent sur cette scène et sur cette chaîne et qui se fichent un peu de l'écologie. Et que de temps en temps, bam, de temps en temps, ils se prennent une vidéo et font. Et à chaque fois que je balance une vidéo écolo, j'ai des commentaires en disant je suis pas venu sur cette chaîne pour qu'on m'explique la vie ou Pour souffrir, ok. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'on déplace un peu les lignes. C'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, ta vidéo sur la montagne d'or, elle a vachement surpris ta communauté et elle a cartonné aussi, non? Elle a eu Je un suis très bel content, impact. puis surtout, ça a un peu porté ses fruits, donc je suis ravi. Là, je reçois plein de messages en ce moment de gens de Guyane qui expliquent que les pétitions et tout ça, tout a gonflé et qu'on se dirige vers une sortie peut-être heureuse de ce projet, on va dire. C'est bien la preuve que le numérique, parfois, enfin, l'influence des vidéos et de supports qui sont abstraits peuvent avoir un effet concret sur certaines décisions. On attend de voir ce que donnera l'affaire du siècle à ce sujet. Peut-être redire 2 mots sur ce que c'était que cette vidéo sur la montagne d'or pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, la Montagne d'Or, c'est un projet minier en Guyane française. Il faut savoir qu'en Guyane française, il y a de l'or dans le sol et il y a beaucoup d'orpaillage illégal. Il y a des gens qui viennent et qui polluent le fleuve pour choper de l'or. Et le but du jeu, c'est de lutter contre cet orpaillage illégal. Et là, ce que Macron a proposé, c'est de faire de l'orpaillage légal. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut pas que les clandestins fassent, on le fait nous-mêmes, mais puissance 10 000. Et donc, il y a eu plein de Guyanais qui se sont opposés au projet parce que c'est un désastre pour l'environnement. Et les retombées économiques pour la Guyane sont finalement assez faibles. Et donc voilà, j'ai fait une vidéo pour expliquer aux gens que toute l'opération de com qui était faite autour de la montagne d'or était reposée sur des arguments bidons. Et finalement, maintenant, tous ces arguments ont été un peu abandonnés les uns après les autres. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup d'arguments pour défendre le projet. Et surtout avec le rapport de l'IPBES qui vient de paraître, qui nous alerte sur la fonte de la biodiversité, les espèces qui disparaissent à un rythme 1000 fois supérieur à la normale. C'est très difficile de dire, après ce rapport-là, en tant que chef d'État, de dire bon, on va quand même faire un gros projet, un gros trou au milieu de la forêt la plus riche du monde. Donc, a priori, ils vont être dans l'impasse et vont être obligés de décliner. Bravo Max. Alors là, on me pose une question sur l'affaire du siècle. On me demande, l'idée c'était de qui au départ? Un petit groupe, une personne, un accord entre les youtubeurs et d'autres? C'était mon idée au départ. Non, c'est pas vrai. Non, alors au tout début, l'idée de l'affaire du siècle, ça vient de Marie Toussaint, qui est une juriste et qui a eu cette idée il y a 3 ans. Parce que justement, elle avait vu qu'aux Pays-Bas, ça avait marché. Donc aux Pays-Bas, il y a eu Urgenda. Ils ont attaqué justement l'État. Et depuis, les Pays-Bas a passé les lois les plus ambitieuses au monde en termes d'environnement. Et donc en fait, cette idée de campagne autour de l'affaire du siècle, comme on l'a faite sur les réseaux sociaux, elle est née en juillet dernier, quand j'ai discuté avec Marie Toussaint et que nous, avec tous les youtubeurs, on cherchait justement quoi faire, comment construire notre campagne, parce qu'on a eu cette idée au mois de juin dernier avec Mathieu et les copains. Donc au mois de juillet, c'est quand on a rencontré Marie qu'on a voulu construire en fait la campagne On est prêt autour de son projet à elle. Et donc l'affaire du siècle était le grand défi final de On est prêt. Et on a lancé l'affaire du siècle avec 4 ONG, dont 3 ont rejoint Marie par la suite. Et c'est eux qui payent l'armée d'avocats qui sont sur le coup, parce qu'il faut des avocats face à l'État. Mais c'est l'avantage d'avoir des outils comme Internet. Avant, on était un petit peu tous dans notre coin. Il y a 5 ans, Professeur Feuillage, on connaissait très peu les acteurs, les Greenpeace, les WWF, les associations qui sont autour de la sobriété, de la permaculture. Enfin, voilà, tout le monde était un peu disparate, tout le monde était sur son petit site. Et grâce à Internet et grâce à des actions collectives, on se rencontre IRL. On arrive à savoir qui est qui. Et on se rend compte, déjà on peut se compter, savoir combien on est à partager ces choses-là. Et puis à la fin, ça permet aussi de faire des blocs un peu plus solides et d'avoir un peu plus d'influence. Parce qu'avant, tout le monde agissait un petit peu de son côté, quitte parfois à se faire la guerre. Et le fait d'être ensemble, ça permet aussi de savoir avec qui on n'est pas d'accord. Parce que dans ce petit monde de militants, que ce soit de l'audiovisuel ou du numérique, tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions à apporter au problème environnemental. Par exemple, avec Max, on n'est pas d'accord sur tout. Non. Ah bon? Sur quoi on n'est pas d'accord, par exemple? On en parle ou alors on fait les bisounours? Quoi?
Je sais pas de quoi on n'est pas Non, d'accord. non, Il faut faire un peu de clash là et on va. Ouais, on va clasher. Non, non, on avait une discussion un petit peu houleuse la dernière fois sur comment mobiliser sur la réduction de la consommation de la viande. Ah oui. Et en fait, on n'était pas d'accord non pas sur le fait qu'il fallait arrêter ou de diminuer sa consommation de viande, mais sur quel biais il fallait utiliser. C'est ça, parce qu'il y a un biais qui en général qui fait office d'électrochoc, c'est les images dans les abattoirs, c'est la souffrance animale. C'est en général le biais qui convainc le plus facilement, le plus radicalement les gens d'arrêter de la viande. Et moi je trouve que le problème c'est qu'à chaque fois qu'on parle de consommation de viande dans les médias, à la télé en particulier, je trouve qu'on ne parle que de souffrance animale, qu'on ne parle pas de la déforestation, qu'on ne parle pas du gaspillage d'eau potable, des antibiotiques, on ne parle pas de tous ces problèmes qui sont nettement plus importants que la souffrance animale car ils auront un impact sur notre futur. Et la santé, il y a le troisième Et la chose, santé aussi. c'est la santé humaine. Effectivement, on a beaucoup de maladies qui sont liées à l'ultraconsommation carnée. Donc ça fait 3 volets de Il y en sensibilisation. a un, c'est-à-dire que si la souffrance animale continue, si la santé humaine est détériorée, on peut encore s'en sortir. Mais si on ne résout pas le problème écologique, les autres problèmes, on ne les discute pas, quoi. Donc je ne veux pas minimiser le problème de la souffrance animale, mais je trouve que c'est dommage de le mettre sans arrêt en avant, alors qu'il faudrait mettre en avant. Il ne faut pas donner des bonnes raisons aux anti-véganes de nous dire arrêtez de nous péter les couilles avec votre régime alimentaire à essayer de nous l'imposer, parce que vous n'avez pas envie de faire souffrir les animaux, parce qu'ils ont raison d'utiliser cet argument. Si eux ne sont pas touchés par la souffrance animale, ils ont tout à fait raison. Enfin, Et bref. c'est bien la preuve, l'exemple de la viande, c'est bien la preuve qu'il y a autant de façons de convaincre qu'il y a de gens à convaincre. Il y en a certains qui vont être sensibles à certains arguments, d'autres à des arguments plus humains, d'autres des arguments plus éthiques, plus moraux. Bref, c'est pour ça que c'est un message très difficile à délivrer, particulièrement sur Internet, parce qu'il faut aller vite. D'ailleurs, on parle très vite avec Max, parce qu'on a l'habitude d'essayer de dire un maximum de choses. C'est tellement dur de capter l'attention sur ces problèmes écologiques. Voilà, je me tais, je laisse parler Magali. Non, mais c'est super que vous parliez de viande parce que. Parce pendant que la- j'ai la dalle. Parce que pendant la campagne On est prêt, en fait, pendant 30 jours, chaque créateur devait tenir un défi pendant ces 30 jours-là. Et Max, si je me souviens bien, tu Mon avais défi justement... c'était sans viande. Ouais. Ouais. Justement, ça a été le début. Je me suis dit bon voilà, on va le faire. Et en vrai. Et oui, je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il faudrait refaire ça régulièrement, hein, parce que les gens qui ont raté le coche. Ouais, il ça, va on y le avoir refait. une deuxième campagne On est prêt. Hein. Tenez-vous bien prêts à la rentrée de septembre. On va vous surprendre. Mais alors, justement, les gars, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la campagne On est prêt et pourquoi vous avez décidé de la rejoindre? Et comme je disais, moi, c'est ce besoin en fait d'utiliser la voix et l'influence qu'on peut avoir pour faire avancer les choses selon mes convictions. Et surtout, je trouve que c'est une très bonne idée parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui sont prêts, justement, au fond, à changer, mais il leur manque ce truc de il faut que je ne sois pas tout seul, il faut que j'ai une raison de le faire, il faut qu'il y ait... Parce que sinon, les autres problèmes passent tout le temps avant, en fait. Et donc, ce genre d'initiative, ça me paraît être la bonne solution. On met les gens ensemble, on leur donne des dates, il y a une émulsion sur Internet, les gens peuvent discuter. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et donc, oui, full support, quoi. Pour moi, c'était bon, au-delà du fait que tu m'as bien convaincu, parce que c'est quand même Magali qui est à l'instigation de cette campagne. Ce qui m'avait bien plu, c'était de mettre en avant le fait que non, un comportement éco-responsable n'est pas synonyme de contrainte, n'est pas synonyme de privation, n'est pas synonyme de décroissance. Non, la sobriété peut apporter à plein d'égards du bienfait. Dans On est prêt, il y avait tous ces petits défis qui étaient à tenir pendant quelques jours, un mois pour les plus courageux. Et beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont dit finalement, le fait d'arrêter ça, de changer mon mode d'alimentation, la façon de faire les courses, ma façon de me déplacer, j'en ai pris du plaisir. C'est ce que disait tout à l'heure Julien Vidal. Moi, j'ai toujours ce même argument. Quand j'étais dans la merde financièrement, j'ai été dans un mode de vie sobre. Ça m'a permis d'acheter moins, donc de faire des économies d'argent. Ça m'a permis d'avoir un lien social beaucoup plus fort parce que j'allais à l'AMAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. J'allais chercher mes petits légumes, ça me coûtait 10 fois moins cher que d'aller chez la Biocoop. Donc j'avais plus de lien social et j'étais en meilleure santé parce que je bouffais des trucs qui étaient de meilleure qualité. Donc rien que ces 3 choses-là devraient tous nous amener à nous poser des questions, dire attends, c'est quoi? Alors c'est difficile dans cet environnement-là de parler, on parle de progrès, on parle d'innovation, mais en vrai, souvenez-vous des moments où vous avez été plus heureux rétrospectivement. Est-ce que c'est quand vous avez eu beaucoup d'argent sur votre compte en banque et des super gadgets dans votre poche?
Ou est-ce que c'était sur des plaisirs simples qui sont liés à la nature? Souvenez-vous de votre meilleur souvenir. Est-ce qu'il n'y a pas un lac pas loin? La plage? Un arbre? Ou est-ce qu'il y a vraiment un smartphone? Voilà, c'est ça que je veux dire. La mission On est prêt, c'était aussi de reconnecter les gens avec ce qui va leur procurer la monnaie universelle. C'est le bonheur. Et j'en suis un bon exemple. Je suis très heureux. Bravo. Tu as un vrai leadership sur cette foule. C'est ça. Alors, est-ce que il n'y a pas une petite contradiction à faire une campagne sur l'environnement et le climat, justement, sur les réseaux sociaux, alors qu'Internet pollue énormément? Alors ça, on l'entend. Ferme-la. On en a pas mal parlé d'ailleurs sur la moi, chaîne de J'ai Professeur 3 Feuillage. questions là-dessus. Oui, je sais. Ouais, ça me paraît très dangereux justement. On entend souvent ce genre de truc, il y a une incohérence. Je fais, bon alors du coup, tous les gens qui ont une sensibilité écolo et qui font des vidéos dans le but de sensibiliser, par souci de cohérence, ils vont arrêter de faire des vidéos et on laisse le flux internet à des gens qui n'en ont rien à faire. Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'il faut prendre les mêmes armes, les mêmes outils et les utiliser encore plus, évidemment, quoi. Tant que ce sera l'outil qui est utilisé, il faut faire la course à la même vitesse que tout le monde, sinon on est déjà perdu. C'est comme quand on parle des enfants. On explique que faire des enfants n'est pas écolo. On l'entend souvent, et moi j'entends des gens qui me disent bah ouais, il faut pas faire d'enfants. Même j'ai rencontré des nanas à la marche pour le climat qui m'ont dit mais moi je me suis fait stériliser et je pense que tout le monde devrait faire pareil et tout ça, avec un côté, mais évidemment. Et je dis mais si tous les gens qui ont une conscience écolo ne font pas d'enfants, on est foutus. Alors au contraire, il faudrait dire, si vous avez des consciences écolo et que vous sentez que vous allez inculquer les bonnes valeurs à vos enfants, pondez tout ce que Max vous aime pouvez. trop les oiseaux. Voilà. Pondez quand même. Breed. Non, surtout pas, il ne faut pas imaginer que c'est ça. On ne va pas sauver la planète en ne faisant pas d'enfants. Non, c'est adopter sinon, adopter. Tous les gens qu'on peut justement mettre sur les bons rails. Voilà, je terminerai sur le mot rail. Rail. Bah Max, on a travaillé ensemble sur un projet qui parlait justement de ces problématiques de cohérence entre Google, parce que YouTube c'est Google. Ouais. Google ne paye pas très bien ses impôts en France, jusqu'à preuve du contraire. Google, c'est aussi énormément de pollution numérique. C'est des data centers. Ta chaîne vient d'être retirée des internets. M'en fous, ça fait des années que je le dis. Ils m'ont toujours l'algo m'accepte tel que je suis. Merci l'algo. Donc du coup. Nous qui avons commencé sur des réseaux qui étaient quand même des réseaux un peu néfastes à plein d'égards, les gens viennent nous voir et nous disent mais pourquoi vous n'allez pas chez, chez Peertube, sur des plateformes éthiques? Mais je réponds toujours la même chose. Si, un peu comme ton exemple des gens qui doivent faire des enfants ou pas, si tous les créateurs de vidéastes audiovisuels se mettent à aller, enfin tous ceux qui ont une démarche éthique se mettent à aller sur des plateformes éthiques, on ne sortira pas de l'entre-soi. Moi, ce que je veux, c'est de l'écologie chez Hanouna. Je veux de l'écologie au JT, je veux de l'écologie partout où elle n'est pas. Donc, sur YouTube, a priori, il y avait une place à prendre au niveau de la communication sur l'écologie. C'est pour ça qu'on y est, c'est pour ça qu'on y restera. Et tant qu'il y a du public à convaincre sur YouTube, on sera là où il y a du public à convaincre. Et c'est la raison pour laquelle je privilégie aussi des événements comme celui-ci qui ne traitent pas directement de l'environnement. Parce que au final, quand je parle d'environnement dans un événement zéro déchet ou dans une convention organisée par des associations de nettoyage des plages ou que sais-je, c'est toujours la même chose. Oui. On n'avance pas. Moi, ce que je veux, c'est des contre-arguments. D'ailleurs, ce qui serait bien l'année prochaine, si on revient, c'est qu'il y a un gros enculé bien polluant, bien dégueulasse, sur scène avec nous, comme ça on pourra débattre. D'ailleurs, s'il y a un gros enculé dans la salle, s'il veut bien se lever. Et quand on utilise Internet, il n'y a pas des solutions pour moins polluer, justement? Si, il y a plein de petites solutions, mais c'est rien que des petits réflexes. Les mails, mettre 600 personnes en copie, non. Répondre à des mails quand tu sais que tu vois la personne juste après, mettre des photos, des trucs en copie, des signatures, plein de petits détails comme ça. Si on enlève toutes ces petites habitudes et si tout le monde le fait, c'est un changement assez radical, quoi. Et puis on peut avoir Ecosia par exemple. Oui. Hein, Ferdinand, on peut avoir Ecosia. Oui, bien sûr. Parce que voilà, Ecosia vous permet de, bon, certes, c'est Internet, c'est le système de la publicité, tout ce que vous voulez. Mais l'argent des revenus pub va être utilisé pour des projets de reforestation. Et il faudrait que tous les grands groupes aient leur part d'éthique. Et moi, j'espère qu'on va aller vers là.
qu'après, pour convaincre les consommateurs, tu seras obligé d'avoir une part d'éthique gigantesque, pas seulement du greenwashing de façade, et une vraie action, quoi. C'est un vaste débat. Quid des mesures coercitives dans nos comportements éco-responsables? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas nous mettre un flingue sur la tempe et dire « lâche ta bagnole ». Voilà, c'est une autre question. Mais moi, je garde une chose, parce que c'est celle qui m'avait le plus marqué sur le programme Green Web auquel tu as participé et que tu as produit, Magali. Une chose qui m'a été dite par une scientifique spécialiste du web qui a dit ceci: si tous les Français la nuit débranchaient leur box internet, il y aurait un demi-réacteur nucléaire qui ne tournerait pas, justement grâce à ça. C'est énorme, juste des box qui se débranchent, un demi-réacteur nucléaire. Alors vous allez me dire oui, mais c'est du nucléaire, ça produit pas beaucoup de CO2. On en reparlera. Ok, alors là on me demande dans la même lignée des applications, des assos, des liens pour se renseigner sur comment agir. Alors on va rester peut-être dans le cadre de la pollution numérique. Regardez Green Web, c'est une web-série en 4 épisodes sur la chaîne de Professeur Feuillage où vous aurez plein d'informations et plein de solutions sur le sujet. En plus c'est rigolo. Sinon on se fait chier très vite, hein, le numérique, moi c'est pas ma passion. L'écologie n'est pas ma passion d'ailleurs non plus. Hein. Moi, parler des manchots qui meurent et de l'eau qui est polluée, c'est la passion de personne. Hein. C'est juste que si je pouvais parler de biologie, si je pouvais faire comme toi, Max, parler de belles choses, d'oiseaux, je le ferais. Mais j'ai un bac L mention rattrapage, donc du coup, j'ai pas beaucoup de crédibilité pour parler de biologie. C'est vrai que moi, je m'étais fait la réflexion. Moi, je suis passionné par les animaux et par l'Amazonie. C'était une idée fixe quand j'étais gosse. Et je lisais pas des bouquins qui s'appelaient l'Amazonie... 30 ans pour la sauver, et quand il y avait des trucs sur les animaux, ils disaient pas il y en a presque plus, il faut faire ci, il faut agir. C'était juste des livres disant voilà les animaux d'Amazonie, celui-là il est joli, machin. Il n'y avait pas de douleur à lire ces livres. Et je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle des animaux, à chaque fois qu'on parle des trucs, c'est associé à un message de ils sont bientôt tous morts. Et je pense qu'inconsciemment, quelqu'un qui vient de lire un livre sur les animaux d'Amazonie où c'est rempli de ils vont bientôt tous mourir, inconsciemment, ce livre lui a fait un petit peu mal et inconsciemment, il y retournera peut-être pas. Il va peut-être pas se passionner pour ça. Donc peut-être qu'une des solutions pour sensibiliser les gens, c'est de ne pas leur parler forcément de catastrophes, leur dire on va vous parler des oiseaux, on va vous en parler, on va pas du tout dire qu'ils sont en train de disparaître, on va vous montrer, ils sont beaux, ils sont machins. Et quand les gens sont passionnés, ils y retournent, ils se renseignent sur tout et après, ils sont forcément engagés. Donc peut-être que c'est une solution aussi de pas totalement déprimer les gens constamment parce que inconsciemment, ils vont peut-être le mettre sous un petit mouchoir et c'est grave. Moi, c'est Nicolas Hulot qui m'a fait me passionner pour la nature. Pas quand il a dit qu'elle était dans la merde, la nature ou l'environnement. Quand il faisait Ushuaïa, qu'il faisait ses programmes qui mettaient en avant les beautés de la nature. D'ailleurs, c'est une question à se poser. On parlait tout à l'heure de comment convaincre. Est-ce qu'il vaut mieux convaincre en montrant le beau ou en dénonçant le moche? C'est un problème qui se sont posés aussi dans les campagnes de sécurité routière. D'une année sur l'autre, on avait une campagne trash. Après, on avait une campagne qui mettait en valeur les comportements plutôt bienveillants et responsables. Il en va de même pour l'écologie. Est-ce que vous préférez voir des morses qui se cassent la gueule des falaises parce qu'ils n'ont plus de banquise et qui sont en train de mourir, ou alors est-ce que vous voulez voir de belles vidéos qui disent « Regardez comme c'est beau » et point. Mais c'est une question qui se pose. Pardon, on a complètement digressé, Mag, de ta question initiale. Oui. Non, mais c'est vachement important de poser cette question de comment amener les gens à l'action et les inspirer. On s'est quand même vachement pris la tête pendant la campagne, on est prêt à ce sujet-là. Et on a fini par conclure que c'était vachement important d'inspirer, enfin de renseigner, d'informer les gens dans un premier temps, de leur dire la vérité et de pas de les prendre pour des cons. Donc on donnait les faits bruts, et les faits ils sont un peu flippants, hein, ils peuvent être très anxiogènes. Mais après, surtout, l'important c'était d'apporter des solutions, quoi. Donc on était dans un rapport 30-70 où c'était 70 de positifs et de solutions et de faire ensemble, quoi, de joie. Ouais. Donc les deux. Alors. J'ai vu des questions pas idiotes qui étaient passées là, mais je sais plus si on peut les voir. Ouais, alors elles sont là aussi. Ouais. Mais moi j'aimerais bien qu'à mon avis Vatech parlait peut-être un petit peu du futur et de comment vous imaginez le futur et notamment des sujets d'environnement sur Internet. Ça nécessite d'imaginer comment Internet va évoluer et comment l'environnement va évoluer.
Bien, tout à l'heure je vous disais que solliciter les gens sur Internet via l'humour était une chose que nous pensions comme être géniale, mais qui n'avait pas bien fonctionné. Je reviens sur cela. Sur YouTube, il est tout à fait peu probable que vous ayez accès à un contenu militant, environnemental, humaniste, si vous n'avez pas tapé au préalable écologie ou quoi d'autre, ou un autre mot-clé en rapport avec ça. On ne va sur la chaîne de Professeur Feuillage, Max, toi c'est encore un peu différent, t'es un peu plus mainstream à certains égards. On tombe sur une chaîne comme Professeur Feuillage que parce qu'on a tapé écologie. Et si on a tapé écologie, ça veut dire que déjà on s'y intéresse. Donc on est potentiellement déjà quelqu'un de convaincu. C'est la raison pour laquelle je considère que l'outil YouTube pour faire de la sensibilisation ne nous fera pas sortir de l'entre-soi. Sauf si tous les youtubeurs Sauf si tous les youtubeurs tous les font gens une vidéo, qui aujourd'hui ont des millions d'abonnés font une grosse vidéo de sensibilisation, comme ils sont très prescripteurs, ce serait vraiment utile. Le problème, c'est comme c'est des sujets clivants, il y en a qui sont un peu refroidis à faire ça. Mais pour le coup, ça, ce serait très efficace. Bah oui, c'est vrai que c'est compliqué de faire toute l'année des pubs pour Fanta, Pépito, pour faire partir en voyage à chaque fois que tu es sollicité par une grosse boîte pour faire 3 Insta. Et derrière faire « surtout, ne polluez pas ». C'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Donc oui, pour moi, l'avenir de la mobilisation numérique, elle ne se fait pas forcément sur Internet. Elle va se faire dans des endroits où on peut encore violer les gens. Attention, je m'explique. Hein. Violer, pas pour de vrai. Hein. Sinon, c'est bizarre. Alors, par exemple, la télé, quand on l'allume, on a encore la possibilité que les gens tombent sur un programme qu'ils n'avaient pas prévu de regarder. C'est une surprise. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Parfois, on se perd sur YouTube. Hein. Moi, ça m'est arrivé de finir sur des vidéos de barrages qui explosent, de bastons MMA, alors que j'avais tapé au départ dauphin reproduction, quoi. Ouais, j'ai regardé les vidéos de capybara, espèce de gros rongeurs comme ça tout tranquille. Ça, c'est ma nouvelle passion. J'irai voir, Max, j'irai voir. Donc voilà, Internet n'offre pas le loisir de se perdre et d'arriver jusqu'à un sujet écolo. Maintenant, la télé, on connaît, hein, France 2, moyenne d'âge du public de France 2, c'est 62 ans. Donc, comment aller chercher les jeunes? Je n'ai pas encore la solution, mais peut-être Max, ou vous, si vous avez la solution, n'hésitez pas. Et c'est aussi l'intérêt, comme tu dis, même avec une chaîne écolo qui va ne prêcher que des convaincus, les gens qui sont convaincus, mais tu leur mets en forme les arguments, tu leur fais un argumentaire tout prêt, ça fait que ces gens deviennent à leur tour des relais. Donc ça a quand même un impact et il faut quand même continuer. On donne des outils de langage à des gens pour qu'à leur retour ils convainquent. Tonton, dimanche, au bout de la table, qui est pour les gaz de schiste, il fait pourquoi on a arrêté les gaz de schiste? Peut-être que cette personne qui aura vu la vidéo va dire tonton, voilà, je vais t'expliquer. On compte aussi sur cette espèce de diffusion, de capillarité douce, mais néanmoins qui fait que peut-être vous êtes aussi nombreux aujourd'hui sur ce stage Y. Je ne sais pas si on prononce stage Y ou si ça a été. Si c'est ça? On dit stage? Stage. Chier. Ok, alors on me demande, à part l'écologie, est-ce qu'il y a d'autres causes auxquelles vous engagez sur vos chaînes? Et on m'a aussi posé la question de justice écologique et justice sociale. Est-ce que ça va forcément ensemble ou pas? Alors oui, moi, en fait, les causes que j'ai envie de dénoncer, mon programme, c'est les idées reçues. Donc si jamais il y a une idée reçue qui a un rapport avec la société, j'avais fait une idée reçue sur l'homosexualité, notamment parce qu'il y avait justement plein d'arguments qu'on entendait souvent. Et on avait des contre-arguments et on les entendait trop peu. Et donc, mais c'est plus toutes les causes qui vont me tenir à cœur, c'est parce que leur moment est venu, j'ai envie de dire. Mais la cause écologique, pour moi, oui, est la plus importante, elle est au-dessus des autres et c'est celle pour laquelle je vais continuer à faire des programmes sur ma chaîne, quoi. C'était quoi la deuxième question? Justice sociale et justice écologique, est-ce que ça va ensemble ou est-ce qu'il ne faut pas séparer les sujets? Et je vais aller un petit peu plus loin. Quand il y a l'affaire du siècle qui est sortie, il y a le gouvernement qui nous a dit regardez, c'est pas possible pour nous de prendre des mesures écolo parce que les gilets jaunes, ils sont contre. Alors nous, ça nous a fait un petit peu bizarre quand on a reçu cette réponse-là, parce qu'on en connaissait certains des gilets jaunes qui nous ont dit nous, en fait, on est écolo. Mais ce qui nous embête, c'est qu'on nous dise... à nous de payer la facture écolo. Ouais, ce qui nous embête, c'est qu'on nous dise que cette taxe va financer la transition écologique, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai.
Et en fait, on s'est rendu compte que la majorité des gilets jaunes, ils sont écolos, mais ils ont juste pas envie d'être pris pour des cons, quoi. Et c'est complètement normal. Et il y a beaucoup de gens qui disent que cette crise des gilets jaunes, en fait, c'est la première crise de social écologie. C'est-à-dire que là, ceux qui prennent de plein fouet et les premiers, Les conséquences du réchauffement, les conséquences du réchauffement climatique, tout ça, c'est les plus pauvres, les plus fragiles. Complètement. Il y a eu un effet de calendrier assez étonnant qui aurait pu desservir la cause, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs campagnes en même temps, en fin d'année, un petit peu, on va dire, médiatisées par la démission de Nicolas Hulot. Il y a eu un effet un petit peu catalyseur. Et pan, merde, en même temps, les gilets jaunes. Et on s'est dit, oh là là, merde, la presse a du mal à suivre déjà 2 événements. Si en plus, il y a des attentats, des machins... ça va complètement faire disparaître le propos, alors que nous, ça faisait des mois qu'on bossait dessus, on s'est dit c'est dommage. Et non, en fait, ça a fait l'effet inverse, cet effet de calendrier, de se retrouver avec une crise sociale et une crise environnementale à défendre, a pu, moi, à titre personnel, et j'imagine pour plein d'autres personnes, éclaircir les choses et mettre un point très précis sur la similarité des combats entre le social et l'environnemental. Il ne faut pas dissocier les deux. Dissocier les deux, c'est déjà créer des clivages qui vont faire que l'un va peut-être batailler sur l'autre. Et c'est vrai que l'histoire du prix de l'essence, je suis persuadé que tu interroges des gilets jaunes. D'ailleurs, gilets jaunes, ça veut rien dire. Mais tu interroges des gens qui ont été manifestés pour les gilets jaunes. Il y en a plein qui vont dire bon, moi, c'est pas forcément l'essence mon problème. Et d'autres qui vont dire si, c'est que ça, l'essence, l'essence, elle est pas chère. Moi, je retiens ce que dit Jean-Marc Jancovici. Quand tu penses qu'avec 1,50 €, tu vas pouvoir décaver avec une pelleteuse 70 mètres cubes de terre, tu vas pouvoir faire 300 allers-retours, Tour Eiffel, tu vas pouvoir conduire plusieurs dizaines de kilomètres, tout ça pour 1,50 €. C'est que dalle en réalité. Donc le prix de l'essence, il est pas juste parce qu'on nous demande de faire des efforts. Et effectivement, les taxes sur le kérosène et sur... Enfin voilà, le problème, il y avait un problème de justice sociale. Maintenant, moi, je suis toujours partisan des transports en commun. Et sur cette histoire de mobilité et de prix de l'essence, plutôt que de se battre pour la baisse du prix de l'essence, il serait quand même pas trop mal qu'on ait des transports en commun. Autour de chez moi, il y a des voies ferrées abandonnées partout. J'imagine que chez vous, autour de chez vous aussi. Réhabilitons ces trucs-là. Ce serait quand même le plus simple à faire. C'est clair. Donc, justice sociale et justice écologique semblent aller de pair. Oui, complètement, parce qu'elles montrent toutes les deux qu'on est arrivé aux limites du système, parce que ça y est, il y a trop de gens qui ont trop bien compris comment ça marche, qui ont trop bien compris comment exploiter, et donc on arrive aux limites, que ce soit sur les injustices sociales ou sur l'épuisement des ressources naturelles. Alors, il nous reste 3 minutes, donc si vous avez des questions, allez-y. Moi, je vais en poser une à Max et à Mathieu. Dans le futur, là, dans les années qui viennent, est-ce qu'il y a des trucs qui vous feraient vachement envie? Alors, soit en termes de technologie, et vous vous dites « Ah, ben non, je peux pas, c'est un peu cracra, je vais pas oser parce que ça va polluer », ou alors des trucs que vous adoreriez faire sur votre chaîne? Moi, je me contrefous de la technologie. Voilà. Il n'y a pas d'enfant, je m'en bats les couilles. J'ai eu un Nokia 3310 simili jusqu'à il y a 1 an à peu près, même pas. Et je m'en portais pas plus mal. Et maintenant que j'ai un smartphone, je me rends compte à quel point je suis devenu complètement con à checker les notifications tout le temps. Donc il n'y a rien de technologique. Si, je dois dire que je suis un peu excité par la trottinette électrique et en même temps, je trouve ça d'une bêtise. Pardon, hein, mais... Ah pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Alors Max, un point de divergence, Max. Ah non, je sais pas si j'aime ou pas. Moi, Non, en fait, je me rends pas compte à quel point ça remplace les trajets en bagnole. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, la trottinette pas électrique ou le vélo, parlons plutôt du vélo électrique, parce que ça a été plutôt diffusé avant et dans plus de ménages. Le vélo, au départ, c'est l'objet écolo par excellence. C'est-à-dire, tu pédales, tu utilises ton corps, tu es en bonne santé. Putain, on en a fait de cet objet écologique par excellence, via la technologie et via cette espèce de fainéantise absolue, on en a fait un truc qu'on ne sait pas recycler en lui collant une batterie au cul. Donc le vélo électrique, s'il avait, preuve à la pluie, fait diminuer la circulation à certains égards, mais suffisamment pour justifier qu'il ait une batterie au cul qu'on ne puisse pas recycler, je dirais c'est génial.
C'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve, enfin demain, on va se retrouver avec des batteries, on sait pas quoi en foutre. Donc, dans ce sens, pour répondre à ta question, la sobriété implique aussi, à certains égards, de dire ça, vraiment, comme avant de tourner 7 fois la langue dans sa bouche, on réfléchit 7 fois avant d'acheter un truc comme ça, on se dit, vraiment, 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 attends, je reviens dans une semaine, putain non en fait. Voilà, voilà, donc je sais pas si on a notre place dans cet événement, mais voilà, donc non, pas du tout, la technologie, ça me fait plutôt débander. Moi qui adore bander. Ok, alors il nous reste une On peut minute. pas finir là-dessus, Mag. Non, il nous faut un petit mot de la fin. Il nous faut un petit mot de la fin. Max, Mathieu, vous avez envie de rajouter quelque chose? Et peut-être qu'il y a des questions en live. Levez la main, je sais pas. Ouais, s'il y a des questions en live, Si allez-y. quelqu'un, ouais, mais ça va être très court. 48, Non. 47. 47. Je crois que le mot de la fin sera 40. Bon, sinon, moi, je vais vous inviter à vous abonner aux chaînes de Max Bird, de Professeur Feuillage et de On est prêt. Et en fait, la prochaine campagne, elle sera chamée en septembre prochain, peut-être même internationale. Ouh. We are ready. Alors, si vous voulez agir avec nous sur les réseaux sociaux, welcome. Voilà. Oui, si je conclurai juste, pardon, sur le fait que souvent on a l'impression que agir via le numérique, il me reste 15 secondes, les trucs genre change.org, ou voilà, on a l'impression que c'est juste un clic et que ça sert à rien. C'est ce que je pensais avant, mais avec des actions ou des vidéos qui portent leurs fruits dans la vraie vie, je me suis rendu compte qu'on peut faire de belles choses grâce au numérique. Waouh. Ça s'est arrêté. Engagez-vous, signez des pétitions, Faites-le montrez que vous quand êtes même. présents. Ouais, foutez le Continuez à bordel. signer des pétitions. Merci. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup.